Amis photographes, bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto. Dans la vidéo numéro 162, je te parlais de 15 étapes à réaliser dans l'ordre quand on commence à apprendre la photographie, afin de ne pas perdre son temps à chercher astuce après astuce d'une façon décousue et sans logique d'ensemble. Aujourd'hui, je voudrais que les apprentis photographes soient conscients d'un certain nombre de principes, j'en ai retenu 5, qui leur éviteront bien des errements, des maladresses, des approximations, voire des désillusions s'ils ne les ont pas intégrés. Alors, pardon pour la durée de ce tuto, mais ces principes sont vraiment essentiels. Le premier principe concerne le matériel, et ce principe est le suivant: le matériel n'est pas important. Oui, je sais, tu n'as peut-être pas envie d'entendre ça, mais c'est pourtant la vérité. Tu trouveras toujours quelqu'un qui te dira le contraire. Les vendeurs, bien sûr, mais aussi d'autres photographes qui te vanteront la toute nouvelle super fonctionnalité qui te permettra d'obtenir des images époustouflantes. Un conseil, mon ami, ne les crois pas. Les premiers, c'est logique, essaient de te vendre leur matériel et savent comment flatter ton ego pour ça. Les seconds se sont laissés piéger et doivent bien se convaincre a posteriori que leur achat était tout à fait justifié, surtout si cela leur a coûté un bras. J'ai commencé mon activité de photographe étant ado avec un Minox, et mes premiers vrais appareils, entre guillemets, plus personne, à part peut-être des collectionneurs, n'en voudrait de nos jours, un 24-36 Zénith et un 6.6 Lubitel. Ça ne m'a pas empêché de devenir professionnel, sans pour autant acheter des appareils dernier cri. Robert Capa, le reporter de guerre et fondateur de l'agence Magnum, a réalisé la plupart de ses clichés avec un Contax. Franchement, tu voudrais de cet appareil? Ça ne l'a pas empêché de produire des images très fortes, comme celle de ces soldats américains débarquant sur la plage d'Omaha Beach un certain 6 juin 1944. Et pourquoi d'autres grands photographes se mettent-ils à prendre des photos au smartphone? Donc, amis photographes, inutile de te réfugier derrière la pseudo-nécessité d'avoir du super matos pour faire des super photos. Si tu as déjà du matériel, quel qu'il soit, commence avec. Si par contre tu dois acheter un nouvel appareil, je te conseille de te procurer un réflexe qui te permettra de monter en gamme plus facilement. Mais un réflexe d'entrée de gamme fera l'affaire. Tu en trouveras avec un objectif standard pour moins de 400 € et d'occasion pour 200 €. Ce dont tu as besoin, c'est donc d'un réflexe avec les modes d'exposition auto, programme, priorité à l'ouverture ou à la vitesse et le mode manuel. C'est tout. Côté accessoires, au moins une batterie de rechange, plusieurs cartes mémoire et une sacoche. Et dans quelques temps, un filtre polarisant et un doubleur de focale si tu ne peux pas acheter un nouvel objectif. Libre à toi de choisir un appareil plus sophistiqué, avec plus d'options et forcément plus cher. Mais si tu as peu d'argent, je te conseillerais plutôt d'investir dans de bons objectifs que dans des boîtiers plus sophistiqués. Je le répète, ce n'est pas le matériel qui compte. Ce qui compte vraiment, c'est que tu le connaisses parfaitement pour pouvoir en tirer le maximum. Le deuxième principe est dans la même idée. La technique est nécessaire, mais ce n'est pas une fin en soi. Beaucoup de formations commencent par les aspects techniques de la photo. Le plus classique est lorsqu'on te promet qu'en quelques jours, voire quelques heures, tu sauras maîtriser le mode manuel. Oui, et alors? Il faut continuer de se plonger dans la technique, la netteté, la compensation d'exposition, le calcul des stops, l'hyperfocale, etc., etc. En fait, on n'a jamais fini d'apprendre la technique. C'est sans fin. Si donc tu attends de maîtriser la technique pour commencer à prendre des photos, tu peux attendre encore longtemps. Alors, quand est-ce qu'on commence à prendre des photos? Je veux dire, des photos qui suscitent l'intérêt, qui soient créatives. Quand est-ce qu'on se plonge dans le triangle de création, sujet, cadrage, composition, qui sont à la base de toute image? La technique doit rester au service de l'idée du photographe. Alors certes, il ne faut pas attendre avant de s'y mettre, mais parallèlement, je dirais même en priorité, il faut créer des images qui dénotent une intention et qui soient soignées dans leur présentation. On pardonnera toujours à une photo d'être légèrement sous-exposée ou surexposée. Par contre,
une photo dont le sujet n'est pas très clair, c'est-à-dire sans centre d'intérêt précis, reste une photo sans intérêt, même si l'exposition est parfaite et réalisée en mode manuel. Le troisième principe concerne la post-production. La retouche fait partie du processus de création. J'ai déjà évoqué cette question dans le tuto numéro 104 que je résume ici. Petit 1, la vérité d'une scène n'existe pas. Petit 2, il existe plusieurs niveaux de retouche, souvent un simple réglage suffit. Et petit 3, l'artiste est libre de faire comme il l'entend. Tu entendras ou tu liras souvent qu'il faut faire le maximum pour réaliser le meilleur cliché possible dès la prise de vue, afin d'éviter de perdre du temps en post-production. C'est vrai, et j'intègre ce principe dans ma pratique courante de pro. Mais un cliché a presque toujours besoin d'un petit coup de pouce pour libérer son potentiel, pour être raccord avec l'intention du photographe. Les appareils ne voient pas comme nous. Quand tu prends la photo, même si tu lui imposes certaines contraintes, il ne pourra jamais faire mieux que ce pourquoi il est fabriqué et programmé, notamment en termes de plage dynamique. Il prend donc la photo à sa façon, d'un point de vue technique s'entend. Cela se traduit souvent par des images qui semblent un peu molles, pas très contrastées. D'ailleurs, le format RAW nécessite le traitement du photographe. Il est conçu pour ça. Comme une partition n'existe réellement que lorsqu'elle est interprétée, un négatif ou un cliché numérique n'existe que lorsque le photographe l'a façonné à sa façon. Je rejoins totalement Ansel Adams sur cette question. Car même du temps de l'argentique, les bons tireurs étaient ceux qui savaient ajouter ou réduire de la densité, ici ou là, qui savaient réaliser des montages parfois complexes, ou repeindre sur l'épreuve pour corriger ou renforcer tel ou tel aspect de l'image. Même les portraits du studio Harcourt sont retouchés. Alors n'aie aucune pudeur à retoucher, ou simplement corriger, ou régler tes photos. Si cela sert ton propos, n'hésite pas. Ce qui compte, c'est ce que tu montres, pas comment tu es parvenu à ce résultat. Quatrième principe, la perfection n'existe pas. Par contre, chercher la perfection est un excellent moteur. Aussi, être conscient qu'on ne l'atteindra jamais ne doit pas t'empêcher d'y prétendre. Car grâce à ça, tes photos s'amélioreront encore et encore. Mais ne crois pas qu'un jour tu pourras te dire « Super, maintenant mes photos sont parfaites et toute ma production désormais sera parfaite ». Car ce jour-là, mon ami, n'arrivera jamais. La photo est un éternel compromis et les choix que tu feras à un instant T peuvent ne plus être ceux que tu ferais 10 ans plus tard ou que tu aurais fait 10 ans plus tôt. L'évolution de tes images suit celle de ta propre évolution. C'est un phénomène dynamique qui ne s'arrêtera que le jour de ton dernier cliché. Alors profite pleinement de ces moments de quête et sois heureux de ton travail actuel s'il résulte d'une démarche consciente au service de laquelle tu as mis toutes les connaissances et compétences en action pour l'accomplir. La perfection n'existe pas. En fait, c'est plutôt rassurant, non ? Enfin, le cinquième principe, un peu dans la même veine que le précédent, c'est que l'apprentissage est un processus long. Beaucoup trop d'apprentis photographes de nos jours veulent obtenir des résultats le plus vite possible, sans poser les choses, sans prendre le temps de consolider leurs acquis. Il est vrai qu'ils y sont encouragés par les pros du marketing, dont les mots magiques, les mots qui font vendre, sont nouveaux, rapidement et facilement. Je ne blâme pas ces marketeurs, car il a pu m'arriver, et il m'arrivera peut-être encore, de les imiter et d'utiliser ces termes. Car il est vrai qu'il y a des choses que l'on peut apprendre rapidement et facilement. Le problème est qu'une fois apprises, il faut les mettre en pratique, les expérimenter, les comparer, prendre du recul pour les analyser, trouver leurs points faibles ou leurs points forts, bref, ne pas rester à la surface des choses si l'on veut vraiment progresser. C'est ce dont je parle aussi dans mes formations, mais ce processus prend forcément du temps. Et si tu veux vraiment créer des images intéressantes, tu dois prendre ce temps. Sinon, tu produiras des images presse-bouton que n'importe qui pourrait réaliser à ta place. Alors, si tu veux pleinement vivre ta passion, consacre-lui le temps qu'elle mérite. Elle te le rendra bien. Voilà, ce tuto est terminé et j'espère que tu as pris conscience de l'importance de ces principes. J'ai failli en ajouter un autre, c'est que tes images sont précieuses
Et les disques durs, capricieux. Autrement dit que tu dois chouchouter tes fichiers, les classer, les ranger d'une manière rationnelle, les taguer, etc. Et que tu dois effectuer régulièrement des sauvegardes pour ne pas perdre bêtement tout ton travail. Je t'explique comment faire tout ça dans une formation qui tombe à point nommé pour cette fin de vacances, où tu as plein d'images à traiter, je suppose. Cette formation est en promotion jusqu'à dimanche soir, tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo pour y accéder rapidement et facilement. Allez, Kenavo et à la semaine prochaine pour un nouveau tuto.